Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un essai un peu particulier puisque c'est plus un récapitulatif de mon usage de ma Zoé personnelle. Voilà. Donc ça, c'est la Zoé que j'utilise tous les jours pour aller travailler et pour la vie de famille. Je vais vous expliquer mon ressenti après pile 2 ans. Là, ça fait 2 ans que je l'ai exactement. J'ai un peu plus de 30 000 km avec. Qu'est-ce qui m'a mené à l'acheter? Est-ce que j'ai eu des problèmes? Est-ce que j'ai été déçu? Est-ce que je suis content? Et quelles sont les caractéristiques de cette version par rapport à d'autres versions, notamment la phase 1. Donc on est sur une Zoé qui date de septembre 2021, qui a été prise, elle était neuve quand je l'ai eue. C'est donc une version, c'était le 2e niveau de finition, alors je crois que ça s'appelait Zen, il me semble, en dessous de Intense. Donc c'était le 2e niveau de finition parce que je ne voulais pas mettre non plus trop d'argent, notamment sur la partie leasing, puisque c'est la 2e voiture du foyer. Il se trouve qu'on venait de déménager et qu'on avait besoin d'une 2e voiture pour essentiellement les trajets boulot dodo, on va dire. Et comme j'ai la possibilité de recharger à la fois sur mon lieu de travail et aussi chez moi puisque je suis en maison, l'électrique s'est très logiquement imposé à moi. En termes de trajet, je suis à 60 km par jour à peu près, avec quelquefois de plus longues distances quand je vais à Paris. Et elle est partagée entre ma femme et moi, puisque avec le télétravail à peu près, donc la Zoé elle roule tout le temps, mais par contre c'est moitié-moitié à peu près entre moi et ma femme. C'est donc une Zoé phase 2, donc la phase 2 je l'aime beaucoup parce qu'elle apporte quand même par rapport à la phase 1, bon elle apporte une batterie plus grosse, on est là sur une batterie de 52 kWh par rapport à la 40, voire 22 sur la phase 1, mais entre 40 et 52 sincèrement s'ils étaient restés à 40, c'est pas ça qui a été pour moi vraiment l'élément qui m'intéressait sur la phase 2, c'est l'ensemble d'éléments différenciants, notamment technologiques, que je trouvais vraiment très sympa. Alors, entre une phase 1 et une phase 2, en fait, ils avaient changé beaucoup de choses quand même, contrairement à ce qu'on avait pu lire, puisque sur l'avant, ils ont tout changé sauf le capot. Donc, ils ont gardé, ils ont changé les optiques, ils ont changé le bouclier, la trappe avant. Les optiques, on est sur des projecteurs full LED, mais vraiment donc les feux de jour, croisement, route et aussi clignotant. Donc il n'y a absolument aucune ampoule sur le projecteur avant, et comme je conduis pas mal de nuit, c'est vrai que d'avoir des projecteurs LED par rapport aux halogènes de la phase 1, personnellement je trouvais ça très intéressant. Les jantes étaient de série en 16 pouces, ce qui me va très bien, puisque bon, 17 pouces n'aurait que... il y a un peu plus de design, mais ça réduit un peu le confort et ça réduit aussi un peu l'autonomie. Plus vous prenez des jantes grosses sur les véhicules électriques, plus ça réduit l'autonomie. Et une option que j'avais pris les pneus 4 saisons qui étaient disponibles en option, parce que je pars souvent très tôt le matin et dans mon coin c'est souvent gelé. Enfin, ça arrive que ça soit gelé le matin et je trouve ça plus au nord de la Loire, je trouve que les pneus 4 saisons sont souvent très adaptés. Et il y a souvent des questions sur l'usure des pneus sur les véhicules électriques. Donc ceux-là ils sont d'origine, donc ça c'est l'option 4 saisons. Donc Renault mettait des Cross Climat à l'époque, donc ça me va très bien. C'est ce que j'aurais mis naturellement pour ce genre de choses. Je trouve ces pneus très bien. Et si on regarde l'usure ici, il me reste un bon presque encore 2 mm avant le témoin d'usure. Et je suis donc à 30 000 km. Donc on est sur un... je trouve ça très satisfaisant pour les pneus avant, notamment qu'on dit souvent sur les véhicules électriques qui sont plus lourds, donc ils consomment plus. Sur les pneus avant, comme il y a beaucoup de couple, beaucoup de puissance, ça va beaucoup plus user. Donc là, je suis sur une usure très satisfaisante. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. La face latérale, aucun changement par rapport à la phase 2. Ils ont gardé tous les mêmes panneaux de carrosserie. Donc on est toujours sur la petite poignée cachée
qui est caché ici, qui est bien, au moins pour le design c'est bien. Petit bémol, j'ai des enfants, des jeunes enfants, aujourd'hui 5 et 6 ans, ils commencent à arriver à l'ouvrir, mais bon, ils galèrent quand même un petit peu avec cette petite poignée, donc on est obligé un peu de leur ouvrir la porte, contrairement si ça avait été une poignée classique. Face arrière, aucun changement sur la face arrière, à l'exception des projecteurs, qui sont là aussi passés complètement à LED. Donc ils font position, stop et clignotant, et ils ont carrément mis des clignotants défilants pour l'arrière, sur une petite citadine comme ça. C'est le petit truc sympa. Et les projecteurs anti-brouillard et recul sont toujours à ampoule en bas du bouclier. Alors pour moi, la plus grosse différence est au niveau de la planche de bord, et ça c'est vrai que c'est un bond énorme par rapport à la phase 1, qui avait une planche de bord très proche de la Clio 4. On reconnaît d'ailleurs quelques éléments issus de la phase 1, je pense notamment là la position des aérateurs circulaires. D'ailleurs ça dénote un petit peu par rapport au style de la planche de bord, c'est un reste de la phase 1. Les panneaux de porte, là aussi, ils n'ont pas changé. Cet espace-là, aussi, n'a pas changé. Par contre, toute cette partie-là, toute la partie centrale, le totem central et la partie centrale est nouvelle sur cette phase 2, et les changements sont nombreux et franchement les bienvenus. Petit tour très rapide. Donc ici, on a la commande classique. Je n'ai pas les rétroviseurs rabattables parce que c'était également le deuxième niveau de finition. Sur une petite citadine, ça manque pas trop. Ici, on retrouve l'alerte de sortie de ligne, luminosité, hauteur des feux et l'ouverture de la pente de prise de charge à l'avant que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, on a le bouton qui permet de modifier le son par défaut, le son de roulage quand on roule sous les 30 km/h. En phase 1, on pouvait le désactiver. Depuis la phase 2, on ne peut plus le désactiver parce que c'est une réglementation européenne. Mais un appui long permet de changer le son du véhicule. Personnellement, j'ai mis le troisième. Je trouve qu'il est un peu plus discret que le premier qui est un peu trop fort. Le volant issu de la Clio 5, qui est très bien, qui est joli avec les boutons que vous connaissez, un régulateur limiteur de vitesse, ici un peu téléphone, changer de page et compagnie. Donc ça, c'est très bien. On retrouve l'écran 10 pouces, que là aussi vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo de présentation de cet écran 10 pouces. On est sur une version électrique, donc il n'y a que trois versions de style disponibles, donc soit avec le power meter en grand au milieu comme ça, ce que j'aime beaucoup, parce qu'il est très visible, mais ça allège le visuel, le design et la lecture donc, des compteurs. Il y a le style numéro 2, hop, où c'est épuré, donc il n'y a pas de power meter, il y a juste la vitesse, donc celui-là aussi je l'aime bien. Et il y a le style 3, où là on a un peu comme des compteurs, mais je trouve qu'il est un peu plus lourd, un peu plus lourd, il y a beaucoup de choses affichées, je l'aime un peu moins. Non, moi globalement je reste sur cette version-là. Pas de mauvaise surprise, à part que j'ai pas pris l'option GPS intégrée sur l'écran central. Là j'ai pas de GPS. Ça fait que Autoradio et Android Auto et Apple CarPlay, ce qui est là, enfin, à mon sens, largement suffisant. La petite surprise que j'ai eue, c'est que je pensais qu'il y aurait au moins les flèches de circulation du GPS qui seraient répliquées dans le cluster, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut le savoir, c'était la petite surprise que j'ai eue. Donc 31 000 km aujourd'hui, donc ça fait presque 2 ans que je l'ai, donc je roule pas mal, je suis à plus de 16, je dois être à plus de 16 000 km par an. Donc ça, je suis vraiment content. Et en termes d'autonomie, donc si on regarde, donc là je suis à 77%, 316 km d'autonomie annoncée, donc ça veut dire que quand je suis à 100%, je suis à plus de 400 d'ailleurs, j'ai pu prendre quelques photos. Là c'est parce qu'on est en été,
Donc autonomie très bien. Et quel type de trajet je fais? C'est essentiellement de la départementale et de la nationale, donc à 110. Pas d'autoroute. L'autonomie quand même, c'est pas une routière, hein, la Zoé, c'est pas une routière dans le sens pour faire de l'autoroute. Son autonomie va tomber à 250 km, je pense, sur l'autoroute en tenant le 130. Elle est pas faite pour ça. Son aérodynamie n'est pas du tout étudiée. On sent qu'on est sur un VE qui a de la bouteille. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Elle est sortie en 2012 à l'époque. On est très loin. Il y a eu tellement de progrès depuis. C'est énorme. Donc 400 km l'été par rapport à l'usage et au style de conduite que j'ai. Et en hiver, on est plutôt autour de 300, entre 250 et 300, suivant là aussi le style de conduite et comment vous allez utiliser le chauffage, sachant que c'est une pompe à chaleur. Donc ça n'assassine pas l'autonomie quand vous mettez le chauffage. Contrairement par exemple à la Twingo électrique où là sont des résistances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici on est avec l'EasyLink autoradio classique avec la réplication smartphone, Android Auto et Apple CarPlay. Ça marche très très bien. C'est filaire, donc on utilise les petites prises ici pour se brancher. Mais ça marche très bien. Les commandes de clim que je trouve vraiment très jolies, elles sont maintenant super connues chez Renault celles-là, mais à l'usage, vraiment au quotidien, elles s'utilisent très facilement et ça c'est très agréable. Ici un petit rangement, ici un autre petit rangement, ici encore un autre rangement. Le e-shifter. Donc ça c'est une grosse différence aussi par rapport à la phase 1. Sur la phase 1 c'est un levier un peu boîte automatique classique où BVA, donc où on change les rapports et c'est d'écran physique. Donc ça c'est le premier changement. L'autre changement c'est le frein de parking automatique et je trouve que ces deux innovations combinées ensemble font qu'à l'usage au quotidien de tous les jours c'est vraiment super agréable parce que quand j'arrête la voiture, quel que soit le rapport sur lequel je suis engagé, j'ai juste à mettre off, ça met le frein à main automatique et la boîte elle repasse en N. Ce qui fait que quand je redémarre le lendemain, j'ai juste appuyé sur on et j'ai pas à remettre, si j'ai oublié de remettre sur parking le rapport, là il n'y a pas ça. Donc moi je trouve ça super agréable par rapport à la phase 1 où on est sur un frein à main manuel. Et un rapport comme ça, et en plus combiné à la carte main libre, très grand classique chez Renault, ça fait que c'est un véhicule qui est très agréable à l'usage au quotidien. Donc le e-shifter vraiment agréable, avec autre nouveauté par rapport à la phase 1, le rapport B qui permet donc d'avoir une plus grosse régénération au lever de frein. Lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur, le véhicule va plus freiner. Et il va ralentir jusqu'à peu près 6-7 km/h, ce qui est là aussi je trouve dans de la conduite quotidienne, notamment dans des embouteillages ou des routes un peu surchargées, c'est très agréable à l'usage et en plus je le trouve très joli ce petit commodo ce sélecteur de vitesse. Je vais vous montrer la différence entre le mode B et le mode B, donc le mode drive classique. Hop, on y va. Donc je roule, on roule à 50, je lâche l'accélérateur, hop, on voit qu'il y a un peu de régénération et ça décélère doucement. Je passe en mode B, je recommence, je mets à 50, je lâche l'accélérateur et on voit que ça freine beaucoup plus franchement. Il y a les feux arrière de frein qui s'allument et le véhicule va aller se stabiliser doucement, voilà, à 8-9 km/h. Donc tout ça sans toucher au frein, et ça c'est vraiment très agréable, je trouve, en conduite de tous les jours. Donc moi j'ai que le radar de recul,
C'était d'ailleurs une option sur la finition Zen, ça s'appelait le Pack City puisque ça impliquait le radar de recul et les vitres électriques arrière. Bon, les vitres électriques arrière, OSEF, je suis tenté de dire. Par contre, le radar de recul, c'est une fois qu'on y a goûté, c'est dur de s'en passer. Pas de rétroviseur électrochrome, là aussi, il aurait fallu avoir la finition supérieure, qui aurait d'ailleurs impliqué la caméra de recul. En haut, on va avoir des petites veilleuses à LED, là aussi, différence par rapport à la phase 1. Ils ont vachement amélioré la qualité perçue, je trouve, sur la phase 2, notamment avec ces rajouts de tissu, ici, et sur la planche de bord. Donc là, vous voyez, 30 000 km, le tissu n'a absolument pas bougé. Je trouve ça très bien. Donc on le retrouve là, et il traverse toute la planche de bord avec cette petite baguette ici. Et on retrouve sur les panneaux de porte. Moi, je trouve ça très bien, et je trouve que c'est une bonne... J'espère que c'est une mode qui va perdurer dans le temps. Je trouve que les tissus sur les planches de bord, c'est très qualitatif. Et ça apporte plus de chaleur que du plastique dur. Et ça ne doit pas coûter si cher, puisqu'on en trouve même maintenant chez Dacia sur la Sandero. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur les choses chères, en général, les constructeurs, ils n'aiment pas trop. Quels sont les petits manques au quotidien? Quels sont les petits défauts que j'aurais pu repérer? Franchement, j'en suis vraiment très content de cette voiture, pas tant que ça. Je regrette de ne pas avoir pris le GPS, l'option GPS intégrée, parce que brancher tous les jours son smartphone en application, je trouve ça un peu chiant en fait à faire à chaque fois. En plus, ma femme, elle a un très vieux smartphone qui, pour son usage, lui suffit amplement, mais la réplication smartphone marche très mal, puisqu'il est un peu à la ramasse. C'est un vieux smartphone, c'est un Galaxy S7, donc c'est pas tout jeune. Donc, pour elle, j'ai ressorti des tiroirs, un TomTom. Et oui, ça existe encore, j'utilise encore ça. Voilà, donc je l'ai intégré là. Donc on est sur un EasyLink 7 pouces sans navigation intégrée. Donc avec la réplication, j'ai branché mon smartphone Android Auto. Et donc là, j'ai juste à appuyer en haut ou sur le widget ici. Et ça me lance donc le Android Auto que l'on connaît, avec la facilité d'usage que l'on connaît pour avoir sa musique, ses applications de navigation favorites. Et ça marche très bien. On va regarder la trappe de charge. Donc la trappe de charge s'ouvre sur ce bouton là. Là aussi, c'est dommage qu'on soit obligé de venir l'ouvrir de l'intérieur. Quelquefois, on est à l'extérieur de la voiture, on veut juste déverrouiller le câble de charge par exemple. Ça se fait aussi sur ce bouton là, donc il faut re-rentrer dans la voiture pour le faire. Hop, on va à l'avant. La trappe s'est ouverte, tac. Et à l'intérieur, on va trouver un deuxième cache qui d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il ne faut surtout pas le retirer, puisque c'est un refus de contrôle technique s'il est cassé ou si vous le retirez, parce qu'effectivement il faut ouvrir le cache et ensuite ouvrir ça avant de brancher le câble. Donc c'est pas super, il y a une petite manipulation supplémentaire. Ne le supprimez pas en vous disant ça sera une opération de moins à faire, puisque derrière, en contrôle technique, il paraît qu'il contrôle ce petit cache. Donc on est sur une type prise 2, et en dessous là, si vous prenez l'option charge rapide, vous avez une option, vous avez les prises qui sont disponibles ici. Je n'ai pas pris l'option. Pourquoi? Parce que 1, je l'ai trouvé très cher, 1 000 €, et 2, en standard, toutes les Zoé peuvent charger à 22 kW de puissance, ce qui est le plus sur le marché en alternatif. Sur les prises type 2, il y a, de ma connaissance, pas d'autres véhicules et d'autres constructeurs qui l'ont autant diffusé que Renault. Avec cette prise là, en 2 heures, vous rechargez votre véhicule sur une borne 22, donc c'est franchement confortable. Forcément, on est loin des vraies charges rapides qu'on trouve sur même la Mégane électrique, sur le futur Scénic électrique, ou chez toute la concurrence qui permet de faire un plein en 30 minutes à peu près, sur l'autoroute principalement. Là, par rapport à mon usage, j'avais pas besoin de charge rapide parce que c'est le deuxième véhicule du foyer, pas de plein à faire sur l'autoroute. C'était donc à 1 000 €, donc je trouvais ça très cher, et en plus elle était plafonnée qu'à seulement 50
kilowatts. Donc en fait, on faisait on gagnait qu'un rapport de 2. On n'allait que 2 fois plus vite, un peu plus de 2 fois plus vite que la charge de série. Donc ça veut dire il faut à peu près 45-50 minutes pour monter au moins à 80%. Donc je trouvais pas le gain énorme en termes d'usage. Donc je ne voyais pas l'intérêt de prendre cette option. Petit point positif, ici il y avait la lumière qui était allumée. De nuit ça éclaire la prise, donc vous pouvez brancher de nuit la prise, c'est éclairé ici et ça s'illumine en vert ou en rouge. Vert quand la charge est terminée, bleu quand la charge est en cours, rouge quand il y a un défaut avec la charge ne s'est pas lancée. Donc voilà pour la prise de charge. Moi, comment je la recharge ma Zoé? Donc essentiellement au boulot, donc c'est je crois une borne 3 ou 7 kW, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, quand je la reprends le soir, elle est chargée. Chez moi, je n'ai pas installé de borne de charge 7 kW, j'ai installé une simple prise GreenUp parce que ça suffit largement. Ça coûte vraiment pas très cher. Ça va coûter une centaine d'euros. Donc à la fois la prise et le différentiel. Et avec ça, donc, ça va permettre au chargeur qui était livré en série avec la voiture de pouvoir charger à 16 ampères, donc c'est-à-dire à 3 kW. Et donc avec ça, quand la voiture presque vide, je la branche le soir, le lendemain, donc avec 12 heures de charge, récupérer au moins 80% de charge. Donc je trouve que c'est une prise qui est franchement pas déconnante pour une citadine électrique, qui est pas chère à installer et qui, pour un usage du quotidien, est très bien. Effectivement, si vous avez besoin de recharger plus vite, donc avec une 7 kW, on va descendre à 8 heures de charge à peu près, voire plus, il faudra investir dans une borne, forcément ça sera plus cher, il faudra éventuellement adapter son abonnement, son contrat d'électricité. Là moi j'ai rien changé et la GreenUp fonctionne vraiment très bien. Je suis très content de cet achat. Au niveau du coffre, donc, il a un volume tout à fait sympa. Hop, on va retirer ça. On retrouve l'habituel câble de charge parce qu'au boulot, je dois venir avec mon câble de charge. Donc il est à portée de main dans le coffre. Normalement, le coffre il est plus profond que ça, puisque là, vous voyez, j'ai pris l'accessoire bac de rangement qui donc fait perdre ça de profondeur bac. Donc accessoirement, quand on met des packs d'eau ou des courses lourdes, ça va moins loin dans le coffre et ça permet un peu de ranger le câble. Donc là j'ai un câble type 3, oui ça existe encore, j'avais une borne pas très loin de chez moi qui fonctionnait avec ça, donc j'avais trouvé sur le bon coin un câble comme ça. Je le garde, je me dis que ça peut toujours dépanner éventuellement. Donc le coffre, très bien, ça permet quand même de partir en week-end. Ça nous est déjà arrivé de partir en week-end en famille avec les quelques bagages à l'arrière ou d'aller à l'aéroport avec la Zoé, et ça c'est largement suffisant pour quelques bagages. On ne part pas tout l'été avec ce coffre. Au niveau de la batterie, l'usure de la batterie, donc elle a 30 000, forcément elle a 30 000 km à peu près, 52 kWh, et je suis à une usure de seulement 3%, donc l'état de santé est de 97%, donc l'usure est très faible, donc ça je suis très content, elle tient très bien sur la durée, je pense notamment parce que je fais que des charges à 3 kW ou 7 kW. Plus vous faites des charges fortes, plus vous usez votre batterie. Donc moi c'est une LLD, donc j'ai pas d'histoire de location de batterie ou pas, c'est déjà inclus dans la LLD. Au début, Renault avait beaucoup fait parler de lui au lancement de la Zoé parce que la batterie était en location, c'était pour un but de réduire le coût d'achat de la Zoé. Donc c'était une location suivant le kilométrage annuel que vous faisiez entre 80 et 150 euros je crois. Quelque chose comme ça, mais ça avait fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de personnes avaient critiqué Renault là-dessus. Depuis la Zoé phase 2
Il était possible soit de louer, soit d'acheter la batterie, il me semble, lorsque vous preniez la voiture. Et surtout, maintenant, il est possible, si vous êtes en location, de racheter votre batterie pour ne plus avoir les frais de location, notamment parce que aujourd'hui on commence à avoir un bon recul, notamment sur les forums même de Zoé d'il y a plus de 10 ans, et la batterie, l'usure de la batterie est vraiment, je trouve que c'est presque une bonne surprise, et franchement faible avec le temps, donc il est possible de racheter sa batterie. Sachant qu'à ce moment-là, elle est garantie de mémoire 8 ans et 160 000 km. Donc ça permet de voir venir. Alors, ordre de grandeur de prix, il faut savoir que le prix de la batterie que la Diac va vous proposer n'est calculé que par rapport à son âge. Donc c'est pas par rapport au kilométrage de la voiture ou l'éventuelle usure de la batterie, c'est que l'âge de la batterie qui est pris en compte. Donc ça peut avoir son importance si vous hésitez entre deux véhicules d'occasion, par exemple un fortement kilométré et un faiblement kilométré. Dans les deux cas, le rachat de la batterie sera au même niveau. Donc forcément, ce sera plus intéressant de racheter le véhicule avec un faible kilométrage, la batterie ayant sûrement été moins sollicitée. Pour une ZE50, donc sur une batterie de phase 2, je crois que ça tourne autour de 6 000 €. Et sur une 22 kWh, on doit être, je crois, autour de 2 000 €. Je pense que ça peut être une option intéressante parce que les batteries semblent ne pas avoir particulièrement de problème. Voilà, donc est-ce que ça serait à refaire de reprendre ce véhicule électrique? Oui, clairement. D'ailleurs, à la fin de ce leasing, je pense que je vais m'orienter pour une Zoé d'occasion. Je vais essayer d'en trouver une pareille, ZE50, aussi en rouge flamme parce que j'adore cette couleur. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, et oui, je fais partie de ceux qui disent que c'est bien de prendre des véhicules de couleur, mais qui le font eux-mêmes. Très jolie couleur. Alors ma femme, elle n'est pas du tout automobile. Je la saoule quelquefois avec ça d'ailleurs. Je lui avais dit, voilà, il faut qu'on prenne une deuxième voiture, donc elle était évidemment d'accord. On avait fait le constat ensemble. Je lui ai dit, on va prendre une électrique. Elle me dit, je m'en fous, hein. Tant que ça roule et que ça me permet d'aller au taf, ça me va très bien. Donc j'avais un peu carte blanche, donc ça c'était cool. Évidemment dans un budget raisonnable. Premier jour où elle part au boulot avec, le soir elle rentre, elle dit j'adore cette caisse, je m'en fous, c'est la mienne, tu y touches pas. Donc, évidemment elle m'a quand même laissé le droit de la prendre pour aller travailler, mais voilà, c'est pour dire que pour elle ça a vraiment été un coup de foudre, le côté électrique, la douceur au quotidien, notamment dans les embouteillages, le côté boîte automatique, donc des véhicules électriques, l'absence de vibration. Donc elle a complètement adhéré au concept de l'électrique. Comme souvent avec l'électrique, une fois qu'on y a goûté, c'est dur de s'en passer, un peu comme les boîtes auto d'ailleurs. Très très bonne expérience avec cette voiture, donc 30 000 km, j'ai eu aucun pépin avec, zéro pépin, pas un seul défaut, rien. Donc c'est vraiment que du tout bon, le bilan est extrêmement positif, je le referai sans hésiter. Voilà, donc à l'époque j'avais hésité avec la Twingo, il n'y avait pas encore la Spring n'existait pas encore. J'avais hésité avec la Twingo électrique et à l'époque les leasings avaient fait que c'était moins cher en Zoé qu'en Twingo. Les mystères des prix des leasings. Je regrette absolument pas parce que notamment sur la Twingo il n'y a pas de frein à main automatique, les compteurs sont quand même beaucoup moins beaux, enfin bon voilà, le coffre est plus petit, l'autonomie est divisée plus que par deux puisqu'on n'est que sur du 22 kW. Je pense que ça aurait pu fonctionner quand même pour l'usage qu'on en a, mais là on est large, 50 kW, on est vraiment large pour l'usage au quotidien. On ne la recharge pas à la fin de chaque trajet, on la recharge une fois par semaine, éventuellement deux, c'est tout. Et évidemment, quand il y a eu les grèves des raffineries, on était très heureux d'avoir la Zoé. Voilà, donc surtout si vous avez des questions sur l'usage de l'électrique, de la Zoé, je vais continuer à l'utiliser. Je pense que je vous ferai une petite vidéo bilan des 3 ans si je trouve des choses supplémentaires à dire. Mais en tout cas,
super voiture. N'hésitez pas à la considérer, notamment en deuxième voiture du foyer. Je pense que c'est vraiment un très bon choix. Elle a ses défauts. L'autoroute, c'est pas son truc. Elle n'a pas de charge rapide, et même si vous prenez l'option, c'est pas des charges rapides qui permettent de faire le plein en 20-30 minutes. Là, on est plutôt sur 40-50 minutes, donc c'est pas hyper polyvalent pour les longs voyages en autoroute. Mais par contre, pour tout le reste, elle est extrêmement à l'aise. Elle est facile à conduire. J'ai juste oublié de parler de la position de conduite. Donc la position de conduite avait été assez décriée parce qu'en fait elle est assez droite. En fait elle est très typée monospace. Et ben pour moi je trouve que c'est absolument pas un problème parce que c'est un usage quotidien et on ne fait pas des longs trajets avec. Donc au contraire je trouve que ce genre de position de conduite on est bien on a une bonne vision, notamment grâce à ce très grand pare-brise qui va très loin, qui est aussi très typé monospace, que je trouve très agréable. Donc en fait, la position un peu droite, un peu haute, plus le très grand pare-brise, fait qu'au quotidien, on a une très bonne vision périmétrique. On n'a pas de petite surface vitrée comme sur les voitures d'aujourd'hui ou un petit pare-brise et tout. Donc là, c'est très agréable. Donc je trouve qu'au quotidien c'est vraiment un petit plus. Voilà, allez, à plus.